Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux et aussi présents et aussi enthousiastes pour cette troisième soirée mathématique de cette année. Donc, aujourd'hui, nous allons entendre parler d'un travail de Nathalie Aubrin qui concerne les pavages, la périodicité et la calculabilité. Voilà. Et nous avons choisi, pour présenter ce travail, de faire parler Nathalie Aubrin. Voilà. Ouais. Je te laisse te présenter. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais d'abord remercier les organisateurs de ces soirées de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ici. Donc pour vous parler de pavage, la périodicité et calculabilité. Donc ce sont peut-être des termes que vous avez déjà entendus, peut-être séparément, peut-être ensemble. Et donc voilà, j'ai expliqué ce que j'entends par pavage, et puis on va voir un petit peu comment on peut faire apparaître des problèmes de calculabilité quand on s'intéresse à des pavages. Alors c'est la première fois que j'ai à la fois un pointeur et un micro, je vais essayer de gérer tout ça. Donc les pavages, vous en avez tous une idée intuitive, ou peut-être que vous en connaissez une définition mathématique. Ce qu'on cherche à faire quand on veut paver, c'est recouvrir un espace. Donc là, j'aimerais restreindre au cas du plan. Et pour recouvrir ce plan, on a différentes tuiles. Donc là, vous avez plusieurs exemples. Là, on a des tuiles hexagonales. Et chacune de ces tuiles, on en dispose d'une infinité de copies. Et donc, on va chercher à les disposer sur le plan. Et ce qu'on cherche, c'est qu'il n'y ait pas de chevauchement ni de trous. Donc, on cherche vraiment à recouvrir, à partitionner le plan. Donc là, vous avez quatre séries d'exemples. Là, un pavage qui est très simple, avec des hexagones. On peut paver le plan de manière régulière. Alors là, on n'y voit peut-être pas grand-chose, mais c'est un des pavages de Penrose. Donc, mon exposé ne sera pas sur ce type de pavage. Ici, on a des pavages avec des pentagones. Et donc, on a 15 types de pavages possibles par des pentagones. Donc, c'est assez géométrique. Donc, mon exposé ne parlera pas non plus de pavages comme cela. Et enfin, donc là, on a un pavage avec des triangles. Donc, la tuile de base est vraiment très simple. C'est un triangle, mais ils sont disposés de manière assez complexe. Donc, ce pavage-là s'appelle le pavage du moulin à vent. Et je ne vais pas non plus parler de ce pavage-là. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cet exposé ? On va essayer de construire des pavages compliqués avec pas beaucoup de tuiles différentes. On va aussi voir comment faire des jolis dessins dans la ville de Lyon. Et enfin, donc c'est là que le terme calculabilité fera sens, on va voir comment c'est possible, d'une certaine manière, de calculer dans un pavage. Voilà, donc les pavages auxquels on va s'intéresser ce soir, ce sont les pavages avec des tuiles de Wang. Donc c'est un modèle extrêmement simple. Donc on cherche à paver le plan et on a des tuiles qui sont toutes des carrés. Et ces carrés portent une couleur sur chacune de leurs arêtes. Donc on se donne un jeu de tuiles comme ça fini, par exemple celui-là. Et donc on va disposer nos tuiles sommet contre sommet là, sur une grille, un quadrillage infini. Et donc la règle de voisinage, vous devinez qu'on va s'autoriser à placer des tuiles côte à côte si la couleur sur leur côté commun est la même. Donc ça c'est autorisé, ça c'est interdit, et la même chose verticalement. Et donc oui, c'est important, dans ce modèle-là, on n'a pas le droit de tourner les tuiles. Donc quand je donne cette tuile-là, je n'ai pas le droit à la tuile avec du bleu en haut et du rouge sur les trois autres côtés. Et donc, étant donné un jeu de tuiles, on va s'intéresser non pas à un pavage possible, mais à l'ensemble de tous les pavages qu'on peut produire avec ce jeu de tuiles en question. Voilà, donc on va commencer par des exemples. Si je vous donne ce jeu de tuiles-là, est-ce que vous êtes capable de produire un pavage infini de la grille ? Donc, là, normalement, tout le monde répond oui, c'est pas très compliqué. En fait, la première tuile suffit. Je peux faire un pavage uniforme. Et par contre, dès que je veux placer une des tuiles avec du vert, ça va forcer, en fait, si je place cette tuile-là ici, ça va forcer sa voisine à être celle-là. Et en fait, ce petit motif vert, je peux choisir de le
parsemés là, dans mon pavage. Donc j'ai énormément de pavages possibles avec cet exemple, mais ils sont tous assez faciles à conceptualiser. Alors un autre exemple, est-ce que c'est possible de paver le plan avec ces 4 tuiles? Donc, bon, là la réponse est un peu moins facile. Vous voyez que si jamais le bleu apparaît, vous savez qu'il y aura ces 2 tuiles qui vont ensemble. Donc du coup, s'il y a du bleu, il y a aussi du vert parce que cette tuile-là va forcer celle-là, celle-ci va forcer celle-là à sa droite, etc. Donc on a l'impression qu'on a besoin de toutes les tuiles, et c'est effectivement le cas. Et donc voilà un pavage qu'il est possible de faire avec ce jeu de tuiles-là. Alors un autre exemple. Bon, alors là, faites-moi confiance. Celui-là, il ne permet pas de paver le plan. Mais à première vue, si on n'essaye pas à la main là, avec des tuiles, c'est pas forcément facile de s'en convaincre. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pavent pas le plan, mais pas de manière triviale. Si vous prenez chacune des tuiles là, de ce jeu de 7 tuiles, en fait, c'est possible de la prolonger dans les 4 directions. Par exemple, la première tuile, elle a du rouge sur sa face nord, on peut la prolonger au nord par celle-ci. Elle a du jaune sur les faces est et ouest, on peut la prolonger par celle-là à l'ouest, celle-là à l'est. Et le violet, on peut coller celle-ci au sud. Et c'est pareil pour chacune des tuiles. Donc, chacune des tuiles peut être prolongée dans les 4 directions, mais pourtant, ce n'est pas possible de paver le plan avec ce jeu de tuiles. En fait, on peut réussir à faire un carré 2 par 2, mais on n'arrive pas à faire un carré 3 par 3. Voilà. Et enfin, un dernier exemple. Donc là, il y a 13 tuiles. On peut paver le plan avec, et alors là, je ne vous explique pas comment. Voilà, donc est-ce que vous avez bien en tête le modèle là, qu'on va utiliser? Donc, on a nos tuiles, je rappelle, on a nos tuiles colorées, on n'a pas le droit de les tourner, et on veut juste les placer côte à côte de façon à ce que les couleurs coïncident. On regarde l'ensemble de tous les pavages possibles, et une question tout à fait naturelle, et c'est la question que je vous ai posée à chaque fois que j'ai présenté un de mes exemples, c'est de s'intéresser au problème suivant, donc on appelle le problème du domino. Donc, quelqu'un vous donne un jeu de tuiles, vous n'avez aucune information sur ce jeu de tuiles a priori, et la question c'est est-ce qu'on est capable de répondre à coup sûr, une réponse exacte, oui ou non, selon si le jeu de tuiles permet de paver le plan ou pas. Donc c'est ce qu'on appelle un problème de décision. On a une donnée en entrée, qui est une donnée finie, et en sortie, on doit répondre oui ou non, selon si on arrive ou pas là, à produire un pavage. Et donc mon exposé va simplement essayer de comprendre ce problème, comprendre pourquoi il est difficile, et on verra comment ce problème est relié à la fois aux 2 notions du titre, à la fois à la notion d'apériodicité et à la notion de calculabilité. Donc, une première remarque, en fait, il y a une partie du problème qui est plutôt facile, c'est la partie un jeu de tuiles ne pave pas le plan. Si vous savez qu'un jeu de tuiles ne permet pas de paver le plan, en fait, il y a une manière très simple de le détecter. On peut utiliser une technique un peu bête et méchante, par essai-erreur. On place une tuile, on essaie de mettre une autre tuile, d'agrandir le motif qu'on produit au fur et à mesure. Si jamais on est bloqué, on sait qu'on s'est trompé peut-être, donc on retire une tuile, on essaie de continuer avec une autre tuile, etc. Donc comme ça, par essai-erreur, on va essayer de produire un pavage. Et donc, si jamais mon jeu de tuiles ne permet pas de paver le plan, ça veut dire qu'il y a une certaine taille de carré que je ne vais jamais réussir à paver. Donc, cette méthode par essai-erreur, au bout d'un moment, je vais m'arrêter et je vais pouvoir dire, là, j'ai vraiment essayé toutes les possibilités pour paver le carré 13 par 13 et j'ai vu que ce n'était pas possible. Donc, la partie facile là, dans le problème, c'est... si je sais que mon jeu de tuiles ne pave pas le plan, je suis capable de le détecter en un temps fini qui sera peut-être très 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 long, parce que peut-être qu'on peut paver des carrés très très grands avec mon jeu de tuiles et que je me rendrai compte qu'au bout d'un temps très long que je n'ai pas de pavage infini, mais en tout cas, c'est possible. Donc là, finalement, ce qui est compliqué, ce qui est difficile dans ce problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'il existe un pavage valide, un pavage infini. Et donc, à ce propos, donc la personne Hao Wang, le mathématicien, le logicien qui a inventé ce modèle des tuiles de Wang, avait conjecturé la chose suivante.
Donc, ce qu'il pensait dans un premier temps, c'est que si jamais j'ai un jeu de tuiles qui me permet de paver le plan, de produire un pavage infini, et ben, dans ce cas, c'est toujours possible de le faire de manière périodique. Donc, je vais expliquer ce que j'entends par périodique. Donc, l'idée qu'avait Wang en tête, c'était la suivante. Ce qu'il pensait, c'était que pour trouver un pavage du plan, il suffisait d'appliquer la méthode suivante. On se donne un jeu de tuiles, et ce qu'on essaie de faire, c'est de produire tous les motifs possibles. Donc, par taille croissante, par exemple, je commence par essayer de faire tous les motifs horizontaux comme ça, de taille 2 et de hauteur 1, puis tous les verticaux, puis tous les carrés 2 par 2, etc. Et ce que je vais chercher, c'est un motif qui va me permettre de paver tout le plan. Et le motif que je cherche, c'est un motif que je peux coller à lui-même. Donc ce que je cherche, c'est un motif comme celui-là. Si je regarde les couleurs qui apparaissent sur des faces opposées, donc ce que je veux, c'est que soit ce soit vraiment la même séquence, donc vert, rouge, blanc ici, vert, rouge, blanc ici, soit la même chose à un décalage près. Donc là, j'ai vert, vert, blanc, vert, et là, j'ai la même chose en ayant décalé vers la droite. Et donc ce qui est facile à faire, c'est qu'une fois que j'ai un motif comme ça, avec des bords qui correspondent bien, ben, je peux paver le plan. Je prends mon motif, hop, je le colle, je peux produire une ligne, et ensuite je le colle en partant dans la direction verticale. Donc là, j'ai un petit décalage parce que les suites de couleurs n'étaient pas exactement les mêmes. Et voilà, j'ai un pavage du plan. Donc ces pavages périodiques, ils sont faciles à détecter. Donc là, je vous ai donné une méthode qui systématiquement va produire un pavage périodique s'il existe. Alors sur les exemples qu'on a vus, ce jeu de tuiles-là, est-ce qu'il permet de produire un pavage périodique? Oui, donc voilà, ça c'est périodique. Mais on peut aussi inventer des motifs périodiques un peu plus compliqués. Alors je crois que j'ai pas fait de slide. Mais ce qui se passe aussi avec ce pavage en particulier, c'est qu'il y a des configurations, des pavages qui ne sont pas périodiques. Par exemple, celui-là, j'ai du rouge partout et puis à un endroit, j'ai le motif vert qui apparaît. Ben, je ne peux pas le produire en répétant un même motif rectangulaire de manière régulière. Donc avec ce jeu de tuiles-là, je peux produire des pavages périodiques et d'autres pavages qui ne le sont pas. Et puis je peux faire des trucs bien pires qu'avoir juste un motif vert à un endroit. Je peux mettre des motifs verts à toutes les coordonnées qui sont, je ne sais pas, des nombres premiers ou tout ce que vous voulez. Donc on peut faire des pavages bizarres. Alors cet exemple-là, donc je vous l'ai aussi donné tout à l'heure. Alors là, donc si on regarde bien en fermant les yeux correctement, il y a un motif périodique qui doit apparaître quelque part. Alors, par exemple, je ne le trouve plus. Donc le motif périodique, il va contenir 2 fois ce petit motif bleu. Et donc si je regarde, par exemple, la suite de couleurs ici, c'est vert, rouge, rouge. Ici, j'ai vert, rouge, rouge. Et sur le côté, donc là, rouge et rouge, ça ne va pas. Je ne le vois plus. Vous pouvez m'aider 3 par 3, ça marche? Alors 3 par 3 en prenant les 2 bleus, comme ça là. Alors je crois que le motif 5 par 3, il y a un motif 5 par 3 qui marche. Prenez un truc 5 horizontal et 3 verticalement, ça doit marcher. Voilà, donc là j'ai rouge, rouge, vert verticalement, vert, rouge, rouge. Et là j'ai vert, rouge, 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 4 fois. Et là j'ai vert, rouge, 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 rouge. Donc voilà, si je prends un motif 5-3, enfin n'importe lequel, en fait, ça me fait ma brique de base pour retrouver tout mon pavage. Et alors celui-là, bon, là ça, pareil, je vais passer sous silence. Donc la conjecture de Wang, c'est celle-ci. Ce qu'il pensait, c'est que, en fait, ces pavages assez simples, ces pavages périodiques, c'était toujours possible d'en produire dès lors qu'un jeu de tuiles pavait le plan. Et donc, si cette conjecture est vraie, en fait, notre problème de départ, le problème du domino,
on peut ce qu'on appelle le décider. Donc on a une technique qui va nous permettre de répondre oui ou non au problème du domino. Donc je vous ai donné les deux morceaux tout à l'heure. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser une première technique, une première méthode. On va vérifier que par hasard le jeu de tuiles ne pave pas le plan. Donc si le jeu de tuiles ne pave pas, en un temps fini, je vais détecter un carré pour lequel je suis sûr que je ne peux pas paver. Et par contre, si mon jeu de tuiles pave le plan, je vais boucler, mon algorithme va tourner sans s'arrêter, et puis je vais produire un pavage de plus en plus gros. Et la deuxième partie de mon programme, je vais faire ce à quoi Wang avait pensé. Je vais chercher un motif périodique. Donc là, j'ai appelé ça des semi-algorithmes, parce que on peut dire pas des vrais algorithmes, ils ne s'arrêtent pas forcément. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que si la conjecture de Wang est vraie, il y en a forcément un des deux qui s'arrête, un et un seul. Donc si ça c'est vrai, je suis capable de décider le problème du domino. D'un côté, j'essaie de montrer que ça ne pave pas en cherchant des motifs de plus en plus gros. Et de l'autre côté, je cherche des motifs périodiques et je sais qu'il y a forcément une des deux méthodes qui va s'arrêter. Et donc la question sous-jacente, c'est est-ce que cette conjecture est vraie? Autrement dit, est-ce que c'est possible de construire des jeux de tuiles de Wang qui n'ont pas ce comportement périodique? Est-ce que c'est possible de trouver un jeu de tuiles qui permet de paver le plan, mais tel que aucun de ces pavages n'est périodique? Donc un jeu de tuiles comme ça, on va appeler ça un jeu de tuiles apériodique. C'est pas possible de produire des invariances par translation comme on a vu tout à l'heure avec ce jeu de tuiles. Et pourtant, on peut paver le plan. Et donc la question, ce que Wang conjecture, c'est que finalement, les jeux de tuiles apériodiques n'existent pas. Et donc, comme je vous ai présenté ça comme une conjecture, peut-être que vous vous doutez que, c'est possible de construire des jeux de tuiles qui sont apériodiques. Et je vais vous en présenter un exemple. Donc c'est le jeu de tuiles de Robinson. Voilà, donc on a les tuiles suivantes. Alors c'est pas tout à fait des tuiles de Wang, mais on peut s'y ramener. Et en fait, c'est plus simple de les présenter comme ça parce que ça fait un jeu de tuiles beaucoup plus petit. Donc là, on a 6 tuiles. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des traits bleus là. Ils ne changent pas le jeu de tuiles, mais ça aide à mieux visualiser la structure des pavages. Et donc ces tuiles, pour cet exemple, je vais autoriser les rotations et les réflexions. Donc cette tuile-là, j'ai le droit de la tourner, la réfléchir là, ça n'apporte rien. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a... Donc si on regarde les coins, il y a 2 formes de tuiles différentes. Il y a des tuiles, cette tuile-là a des excroissances au coin, et toutes les autres ont les coins rongés. Et ensuite, il y a des marquages au milieu des arêtes. Donc voilà, il y a des encoches qui ont l'air d'être orientées vers le bas, vers la gauche, symétriques, etc. Et alors je vais vous expliquer comment on peut construire un pavage avec ce jeu de tuiles-là. Et on va voir assez facilement pourquoi le pavage en question est apériodique. Et en plus, donc ça, je ne vous présenterai pas dans les détails, mais on verra que les seuls pavages possibles auront cette forme-là. Donc comment on fait pour paver le plan avec ces tuiles-là? Donc, ce qu'on peut construire, c'est des carrés 3 par 3 comme ceci. Donc je prends mes tuiles avec des coins bleus, et à cause des encoches sur les tuiles au coin rogné, je suis obligé de faire en sorte que 2 coins qui se font face correspondent comme ça. Donc je peux produire ce motif 3 par 3 comme ça. J'ai le droit de le tourner, comme j'ai le droit de tourner toutes mes tuiles. Et voilà, donc je peux faire les 4 versions à rotation près. Et en fait, si j'observe un peu plus ce motif 3 par 3, il ressemble quand même beaucoup à une tuile comme ça. Donc j'ai des excroissances au coin de mon carré 3 par 3, et j'ai exactement les mêmes encoches qui apparaissent au milieu de la tuile du milieu. Donc ces motifs 3 par 3 que j'ai construits ici,
en fait, ils se comportent comme des grandes tuiles, comme celle-là. Et donc, ce que j'ai fait avec mes tuiles pour construire des carrés 3 par 3, ben, je peux le refaire en utilisant les carrés 3 par 3 comme coin de mon nouveau motif. Donc, sur le dessin, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on aligne les traits bleus comme ça. Et alors donc là, on a un petit peu le choix pour continuer le pavage. Si on regarde ce qui se passe ici, par exemple, je peux placer soit cette tuile comme ça, soit celle-là, soit celle-là. Et dès que j'en ai choisi une, en fait, ça va fixer le reste de la croix centrale. Donc par exemple celui-là. Voilà, je sais que je serai obligé de remplir comme ça. Je mets une tuile comme ça là au milieu et je continue. Voilà. Et donc là, ceux qui sont assez loin dans la salle auront remarqué que ce gros motif 7 par 7, si on le voit de loin, en fait, il ressemble aussi à une tuile comme ça. Donc je peux continuer. Alors, je vous ai fait l'étape suivante, et je m'arrête là. Donc je prends des carrés 7 par 7 comme celui que je viens de construire, je les tourne, hop, j'ai mes 4 versions, mes 4 coins, et pareil, je peux remplir la croix centrale, et ça me donne un nouveau carré de taille 15 par 15. Et donc ça se comporte comme une grosse tuile carrée, etc. Donc je peux construire comme ça des pavages de plus en plus gros. Donc, le jeu de tuiles de Robinson, il permet de paver le plan. Et là, je vous ai expliqué comment faire. Donc, si on regarde un petit peu, si on oublie les encoches des tuiles et qu'on regarde que les traits bleus qui ont été dessinés, donc on a dessiné plein de carrés. Et donc ces carrés, ils ne sont pas organisés n'importe comment. On a des carrés de plus en plus grands. Donc, les petits carrés, ils sont regroupés par 4. Donc ici, les carrés bleus, ils sont groupés par 4 pour dessiner un carré un petit peu plus grand, et ce, de manière régulière. Ces carrés un petit peu plus grands, ils sont aussi regroupés par 4 pour former un carré encore plus grand, et ainsi de suite. Donc on a une structure très rigide en fait, qui apparaît. On a une hiérarchie de carrés. Donc, des carrés d'un certain niveau, on les regroupe par 4 pour construire les carrés du niveau suivant. Et voilà, donc ce qu'on peut montrer, c'est que, en fait, avec ce jeu de tuiles en particulier, on est obligé de construire des pavages comme celui qu'on vient de produire. Et pourquoi est-ce que ce jeu de tuiles est apériodique? Eh bien, ça se voit en fait sur le dessin. Donc, on a votre structure de carré comme ça. Et si jamais il était périodique, ça voudrait dire que j'ai un motif rectangulaire là, que je répète, donc j'ai une invariance par translation. Je peux prendre mon pavage de Robinson, là, je le décale, et si je superpose mon pavage de départ avec son image, tous les carrés coïncident. J'ai une invariance par translation. Et donc, si on suppose qu'on a une invariance comme ça, par exemple en décalant de 28 vers la droite et de 17 vers le haut, je laisse mon pavage invariant. Mais en fait, comme je produis des carrés de plus en plus gros dans mon pavage, je sais qu'au bout d'un moment, il y aura des carrés qui seront plus gros que ma période hypothétique. Donc ces gros carrés, si je les décale, ils vont se chevaucher. Un carré va se chevaucher avec son translaté. Et ça, c'est pas possible de par la structure qu'on a forcée. Donc là, voilà, la périodicité, elle est assez visuelle dans cet exemple-là, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous le présenter. Et donc, on a un jeu de tuiles qui est apériodique. Et donc la conjecture formulée par Wang, en fait, elle est fausse. Donc c'est pas vrai que dès qu'on peut paver, on peut le faire de manière périodique. Voilà, donc... Ouais, donc j'ai pas mal réfléchi à la manière dont vous présentez les choses pour cet exposé. Et en fait, ce que j'aime bien faire pour réfléchir, c'est d'aller courir. Donc, voilà, donc tout ce qu'on a montré finalement avec notre jeu de tuiles, c'est que la conjecture de Wang était fausse. Mais on n'a pas prouvé pour autant que ce n'était pas possible de trouver un algorithme qui nous permette de résoudre le problème du domino. Alors, je reviens. Hop. Donc, je vous disais, donc, je suis allée courir pour préparer mon exposé. Et
j'ai choisi d'aller courir dans le 6e arrondissement de Lyon, là, que vous reconnaissez peut-être. Donc dans le 6e arrondissement, pourquoi? Non pas parce que ce soit très agréable d'y courir, mais parce que c'est, si on regarde l'agencement des rues, c'est ce qui ressemble le plus à une grille. Donc, faire des études de loin, c'est pas mal. Et donc j'ai pris soin d'enregistrer mon parcours avec un appareil. Donc là, je vais vous montrer, on va regarder ensemble ma trace GPS. Voilà, donc j'ai eu l'impression de pas mal tourner en rond. Donc, je crois que je suis jamais, enfin pas trop, repassé 2 fois par an. J'avais un peu préparé mon itinéraire. Voilà. Ce que je me suis dit, c'est que voilà, j'avais essayé de dessiner un pavage de Robinson en courant. Et là, mon parcours était déjà presque 19 km et pourtant j'ai essayé de minimiser la distance. Après, le 6e arrondissement ne permettait pas de faire des pavages beaucoup plus gros. Et donc, comment j'ai préparé mon itinéraire? Je ne voulais pas repasser 2 fois par la même rue. Je me suis autorisée à repasser 2 fois par la même intersection, sinon c'était vraiment compliqué. Et donc, voilà, si j'avais voulu vous dessiner la première étape dans le pavage de Robinson, donc juste un carré, ça c'est pas très dur. Je pars d'un endroit et je parcours mon carré. Ça c'est facile. Maintenant, si je veux essayer de faire un itinéraire qui me trace la 2e étape du pavage de Robinson. Donc j'ai un carré avec 4 petits carrés à chaque point. Donc, comment je peux faire? Donc, je pars d'ici, là je fonce vers le point du grand carré à gauche. Et là, il faut que j'arrive à parcourir mon petit carré sans passer 2 fois par le même endroit. Je peux le faire en suivant par exemple ce parcours. J'arrive ici, hop, je vais au point du grand carré suivant. Je fais la même chose pour parcourir le petit carré, et ainsi de suite. Donc là, pour faire le 2e niveau du Robinson, c'est toujours possible de faire un parcours qui ne repasse pas 2 fois par le même segment. Et en fait, bon, vous avez compris le truc, hein, si on veut faire l'étape suivante, on sait déjà faire l'étape 2. Merci. On sait déjà faire l'étape 2, et donc pour faire l'étape 3, c'est simple, hein, on suit notre itinéraire. Et dès qu'on arrive à quelque chose qu'on n'a encore jamais vu, il suffit que je remplace le petit dessin. Alors, hop, je crois que j'avais mis ici. Dès que j'arrive à un endroit que j'ai jamais vu, par exemple ici, il suffit que je remplace le dessin où j'ai pas tout parcouru, hop, par le trajet que j'avais prévu, par exemple celui-là, pour parcourir tous les carrés. Et donc, voilà, si on est dans une ville assez grande, prenez une ville américaine bien quadrillée, vous pouvez comme ça dessiner des Robinson en vous promenant, sans jamais passer 2 fois par le même endroit. Et donc, alors